Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Donc, je remplace au pied levé Isabelle Conchero, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous ce soir, mais qui m'a laissé son introduction. Donc, désolée, ce soir, je vais un peu lire. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît van den Boelke. C'est bon pour la prononciation? Très bien, merci. Pour nous présenter ce soir le travail du bureau AGOA, basé à Bruxelles, et nous lui remercions d'être venu jusqu'à Fribourg pour ça. Nous profitons surtout de le féliciter sincèrement pour le tout récent prix Miss Van der Rohe qu'ils viennent de recevoir la semaine passée. Donc on est vraiment au top de l'agenda. C'est un grand privilège pour l'école ce soir. Donc un prix reçu pour la transformation du palais d'exposition de Charleroi en collaboration avec les architectes JDV et Ingeving de Gand, et dont le jury a été présidé par l'architecte chilien Smiljan Radic, lauréat lui-même du prix Pritzker 2026. Donc il y avait une sorte d'alignement de planètes entre lauréats. Ah voilà, bon, c'est un signe. L'octroi du prix Miss Van der Rohe est une reconnaissance très importante tant de la qualité et pertinence de votre travail que de l'importance de la transformation comme champ clé de la pratique architecturale contemporaine. Depuis 2003, AGOA développe une pratique architecturale où la transformation occupe une partie centrale. Si on parcourt la liste de vos réalisations et de projets, on y retrouve une grande variété des situations à transformer, déjà marquées par des adaptations successives et que vous venez compléter. Des locaux sous gare qui deviennent un équipement socio-culturel, des bureaux, une station pompier et logements personnes sans abri, un centre d'exposition, un espace public, le siège d'une banque, un équipement public, un site industriel, une crèche, des bureaux et garages, une école de danse et théâtre, un garage, un logement, une ancienne ferme, une crèche et des logements, etc., etc. Ces transformations ne sont pas une fin en soi, mais une façon de permettre qu'un bâtiment continue à évoluer et à vivre différemment, incorporant des nouvelles interprétations de l'existant et des nouveaux usages. Le dialogue face à la rupture, la continuité face à l'effacement, le prolongement face au remplacement, l'idée de projet évolutif face au projet définitif, des lieux qui changent tout en restant. On se réjouit de découvrir ces formes d'immobilité apparente, style, comme indique le titre de la conférence, qui sont au cœur d'une discipline, l'architecture, et qui doit changer et évoluer en partant de ce qui est déjà là. Donc, bienvenue et merci beaucoup d'être là ce soir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vous propose de vous promener un peu dans quelques projets du bureau, 4 en l'occurrence, qui effectivement vont parler de transformation. J'expliquais juste avant que c'est peut-être un peu un hasard, en fait, à un moment donné, qu'on s'est retrouvé dans cette manière de faire l'architecture et d'aborder les questions de l'existant. Je vous raconterai peut-être l'histoire. Mais c'est sûr que le fait de travailler dans l'existant, ça nous amène à envisager l'architecture autrement. Et le titre, un peu mal choisi, parce qu'on parle en français et que c'est un titre en anglais, c'est d'illustrer cette question-là. Sous ces différentes significations, style résonne avec notre pratique de l'architecture. D'abord, si on se réfère à l'adverbe, style peut exprimer une continuité, encore, toujours, les choses restent en fait. Le travail de l'architecte, c'est souvent une question d'appropriation d'éléments qui sont déjà et qui resteront. S'approprier un site, un programme, des normes, un budget, un client, évidemment. Mais dans le cas des transformations, les choses changent tout en restant. Le travail sur l'existant atténue donc l'idée d'un projet idéal, original ou définitif. Style, si on l'utilise comme un adjectif, signifie immobile, calme ou tranquille. Et peut-être qu'on pense chez AGOA que l'architecture est là pour accueillir la vie, ses usages, dans une forme de force tranquille.
Donc dans ces quelques images là qui défilent derrière moi, vous voyez qu'il y a une série de plans de concours perdus qui alternent avec des photos de contexte de nos projets. De manière générale, on est assez fort intéressé par la mécanique des plans, trouver la bonne place pour chaque élément, construire un équilibre, créer une cohérence. On s'intéresse aussi à la disposition des plans dans leur environnement, trouver une bonne manière d'influencer cet environnement sans mimétisme. Mais on est aussi constamment confronté à des situations existantes, à des structures mal placées, à des espaces qui ne sont pas adaptés. Les sites, leur cadre unique, mais aussi les bâtiments sur lesquels nous travaillons possèdent leur propre logique. Il s'agit alors de rester attentif à ces environnements, de prêter attention à ces situations particulières avec le plus de discernement possible. Dans ces conditions, il n'est pas souhaitable d'aborder le projet au travers d'idéaux absolus ou d'approches préétablies. Les grands principes formels semblent secondaires. Les idées existent si elles sont engagées avec la matière et les espaces qui sont présents. Dans de nombreux cas, ces structures ont déjà fait l'objet d'adaptations et de transformations avant notre intervention, et après, des changements et des adaptations se produiront encore. Reconnaître donc le projet faisant partie de ce continuum le libère de son caractère idéal. Pour nous, il s'agit de développer une stratégie et pas une théorie, bien qu'on pourrait en faire. Une manière d'agir tout en étant confronté à une situation, tout en faisant partie de celle-ci. Ici, je vous propose de sauter un peu au milieu des choses, en reconnaissant le désordre et l'insouciance joyeuse de la réalité à travers 4 projets, 4, 5, c'est un petit. Mais aussi de considérer les contraintes non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Découvrir un potentiel inattendu dans le cadre des restrictions économiques et contextuelles, de l'inadaptation de l'existant, des limites et de la prolifération des normes. Alors pour commencer avec cette histoire de normes, je vous propose une petite anecdote. C'est un petit projet que vous n'allez pas vraiment voir, mais qu'on a fait un petit concours à Bruxelles pour la construction d'un petit équipement collectif, une crèche et une école de devoirs. On est en 2012 et l'objectif de la commune était de tendre vers un bâtiment zéro énergie, donc passif. Ils nous avaient envoyé toutes leurs décisions municipales. Et puis le projet, en fait, c'était de démolir la maison que vous voyez derrière moi. Et vous voyez tous les architectes qui vont aller la visiter avant de travailler sur le concours. Et ce qui était amusant dans l'histoire, c'est que cette maison, c'était une maison un peu typique bruxelloise, avec un grand escalier central, 4 pièces de chaque côté, avec des assez grandes ouvertures. On le voit un peu là dans les briques jaunes. Assez belle maison, en fait, un peu art déco, avec 8 grandes pièces qui correspondaient exactement aux 8 salles de classe demandées dans le programme de l'école des devoirs. Et en rentrant de cette visite, on s'est dit qu'il y avait quand même un souci à vouloir la démolir. Et on avait trouvé ça très étrange de se balader dans cette maison. Et du coup, on s'est posé la question, et c'est peut-être un moment clé dans la manière dont on aborde la question de la transformation au bureau, c'est qu'on s'est posé la question de l'énergie qui était comprise dans le bâtiment lui-même, dans ces briques, en fait, l'énergie grise qui était là. Et qu'est-ce que ça faisait si on la démolit, si on l'enlevait et on reconstruisait. Et donc on a fait, alors on est tous ingénieurs parce que je vois que vous êtes une école d'ingénieurs aussi. Et en fait de formation, les associés, on est tous ingénieurs architectes, donc on a aussi étudié la construction, les calculs et tout ça. Et donc peut-être qu'on est intéressé aussi par les chiffres. Et on a fait des petits calculs et il faut regarder le graphique du milieu. Il y a un petit truc pour le truc, mais c'est pas très grave. Donc on a calculé le coût de l'énergie grise de démolir et de reconstruire un bâtiment. Alors on voit que quand on part l'année 0 dans le graphique du milieu, il y a évidemment un gros déficit pour le bâtiment qui est neuf, hein, puisque lui c'est la ligne bleue tout en haut. Mais lui, il va moins consommer d'énergie dans son temps de vie, tandis que celui qu'on aura rénové, on aura changé les châssis, isolé, on aura fait un peu les ventiler éventuellement.
lui, il va consommer légèrement plus. Par contre, on voit qu'après 80 ans, ça ne se touche toujours pas, et après 100 ans, toujours pas. Donc il faut plus de 100 ans pour récupérer l'énergie grise du bâtiment qu'on a démoli. Et à partir de ce moment-là, on peut quand même se poser beaucoup de questions, parce qu'en 100 ans, on a déjà changé 3, 4, 5 fois sa chaudière, et donc en fait, il y a tous les trucs mécaniques qu'on met dans les maisons aujourd'hui, et surtout dans les maisons qui sont performantes énergétiquement, cette énergie-là, elle est très difficile à récupérer. Et pour nous, ça a été un peu un déclic. Et l'autre intérêt de ce calcul-là, pour nous, c'était de justifier le fait de garder les espaces qui étaient là. Parce qu'en fait, si on avait dû construire un bâtiment neuf, on aurait dû faire des plafonds beaucoup plus bas, on aurait dû limiter les fenêtres, parce qu'en fait, l'ensoleillement, les calculs, les normes, machin truc, on aurait été embêté. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un espèce de plaisir à observer les bâtiments pour ce qu'ils étaient et à essayer de travailler avec eux. Alors, le premier vrai projet dans lequel je propose de vous amener, c'est un projet qui s'appelle Carevel, qui est la transformation d'un bâtiment de bureau des années 70-80 en une école secondaire. C'est un projet qui a commencé par une forme d'urgence. En fait, il y avait un besoin criant d'une école secondaire dans un quartier. Donc, vous voyez le Pentagone de Bruxelles, c'est pour ceux qui reconnaissent, avec le Parc Royal. On est dans Molenbeek, vous connaissez de nom probablement. Il y a eu pas mal d'événements. Donc, on est dans cette commune-là, à cheval sur une autre commune, c'est le petit point rouge. Et il se fait qu'on est déjà un peu dans le bord de la ville quand même. Avec un tissu qui est un peu mixte. Vous voyez qu'il est composé de maisons unifamiliales. Donc en Belgique, on a pas mal, à Bruxelles, on a un tissu de maisons étroites et assez hautes, mais aussi avec des infrastructures plutôt liées au travail. Et donc vous voyez le site de cet espace de bureau, en fait, qui est une entreprise pharmaceutique qui produisait aussi ces médicaments-là en ville, et les grands hangars font partie du même site. La commune a racheté le bâtiment, enfin les deux communes ensemble ont racheté ce bâtiment, et les hangars ont été vendus à une petite entreprise qui est juste le voisin, qui s'est étendu et qui a bénéficié de plus de place. Pour la petite histoire, en fait, la production, elle a été délocalisée, et c'est intéressant parce que c'est un peu lié quand même à l'histoire du projet aussi. Elle a été délocalisée quelque part très loin à l'est, où la main-d'œuvre est pas chère et où tout est moins cher, et les bureaux se sont installés à côté de l'aéroport. Donc ils sont toujours en Belgique, mais il n'y a plus que les bureaux, il n'y a plus la production. Et donc le projet s'est passé en deux phases. Donc il y a eu une première phase qui était une phase un peu urgente. On était au mois de décembre et ils voulaient ouvrir au mois de septembre, donc 6-7 mois après. Ils ont organisé un petit concours pour échapper aux lois de marché public européennes, pour réhabiliter tout le site. Et construire une salle de sport et tout ce qui va avec une école secondaire. Et le premier projet, c'était simplement d'installer 9 classes dans la partie gauche du bâtiment. Vous voyez l'escalier en bois là, qui est arrivé aussi dans cette première phase du projet. Et l'idée, c'était aussi de faire une construction plutôt temporaire. Donc c'était comme ça que c'était décrit. Planning super improbable, hein, vous imaginez, je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas ce qu'on vous apprend, mais 6 mois pour demander un permis d'urbanisme pour changer l'affectation, faire un marché public de travaux, donc une forme d'impossibilité claire. Après, quand on a visité le bâtiment et vous voyez à gauche, c'était il faut aimer ce genre de bâtiment, mais ça a quand même du caractère pour les architectes. Il y a quand même toute une vague comme ça de bâtiments dans les années 70, 80, même 90 en béton préfabriqué qui ont été construits en Belgique. Je ne sais pas si c'est lié à la Belgique. J'ai une étudiante qui est occupée à faire un travail là-dessus d'ailleurs. Je ne sais pas si on en trouve beaucoup ailleurs. Mais donc, il était super bien équipé en termes de cloisons. Toutes des magnifiques cloisons. C'était une entreprise et impeccable. Donc, les gens travaillaient dedans et tout ça. Donc nous, on s'est dit, pendant la phase de concours, si on veut être un peu efficace, peut-être qu'on pourrait réutiliser tout ce qui est à l'intérieur, et il suffit de démonter, mauvais plan, il suffit de démonter et de reconstruire après. On a été nous-mêmes défaire une cloison pour voir comment ça marchait. C'était effectivement un système qui était très malin, donc c'était assez simple d'entièrement démonter. Les cloisons, les faux plafonds, les luminaires.
Il y a toutes les boîtes d'électricité qui sont encore là au sol. Donc, on a essayé de absolument tout garder, tout inventorier. Donc, ça, c'est l'entreprise qui l'a fait, c'est pas nous. Mais donc, ça nous a permis en réalité d'utiliser des matériaux bien meilleurs que ceux qu'on aurait prescrits dans le cadre d'un marché public classique pour une école. Donc ça, c'était déjà un moment intéressant, c'est que tout d'un coup, on travaillait avec autre chose. L'autre élément intéressant, c'est que ces bâtiments, en fait, portent de façade à façade. Donc, en fait, ils sont libres. Vous avez vu dans la photo précédente, ils sont libres de toute structure. Et du coup, c'est assez facile de moduler le plan. Alors, évidemment, des classes, ça ne tombe pas bien dans un bâtiment de bureau avec un couloir central. Vous voyez là, en rouge, c'est l'ancienne disposition, et en vert, c'est les classes. Ça ne marche pas super bien. Mais par contre, ça a plein d'avantages. Ça fait qu'il y a des classes qui sont un peu trop grandes, ça fait que le couloir est éclairé et il n'est pas au milieu, ce qu'on aurait fait aussi dans une nouvelle école. Et donc, il y a plein d'avantages, en fait, à cette forme d'inadaptation du bâtiment. Et donc, ce qu'on a fait après, c'est simplement remonter toutes ces cloisons, les reconstruire en, évidemment, améliorant l'acoustique à certains endroits entre les classes et tout ça. Mais par exemple, les cloisons qui sont le long des couloirs sont exactement les mêmes. Et comme on a enlevé les plafonds, on a simplement complété avec des éléments en bois. Donc, il y a une espèce de dessin qui apparaît et qui aussi est un peu le signe de la transformation. Évidemment, c'est un travail qui implique... pour les architectes, en fait, c'est un peu un autre métier parce que tout d'un coup, il faut commencer à inventorier chaque morceau, chaque pièce, chaque truc, un peu comme un archéologue, quoi. Donc, il y a un travail fastidieux qui, en Belgique, n'est pas rémunéré. Donc, en fait, c'est aussi une forme d'investissement. C'est un peu... oui, voilà. Vous avez compris. Donc ça veut dire que si on veut arriver à faire ça plus souvent, il faut commencer à trouver aussi d'autres manières de fabriquer les marchés autour de ça. Évidemment, l'inadaptation, ça crée des espaces fous. Donc on a des très larges couloirs dans l'autre partie, dans l'autre aile du bâtiment, donc, qui font qui aurait été absolument impossible dans le cadre d'un bâtiment neuf. Pour, je dirais, plus ou moins le même prix, si pas moins cher en réalité. Voilà, donc ça c'est une image terminée. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Et puis on a fait deux autres petites interventions dans le cadre de ce premier projet. C'était d'ajouter un escalier de secours, parce qu'il faut 2 escaliers dans une école, 2 issues de secours pour les pompiers. Et donc l'idée, c'est de construire une espèce de grande structure en bois qui est entièrement démontable et dont on peut réutiliser tous les morceaux pour la phase suivante. On se disait, on peut construire un préau avec ça, on peut, je sais pas, on peut faire quelque chose, quoi. La même chose avec le préau. Donc en Belgique, il pleut beaucoup. Et donc les écoles sont obligées d'avoir des espaces, vous verrez, il y a une autre école, il y a aussi des préaux, donc des espaces couverts. Je ne sais pas si c'est préau, on dit ça en Suisse, parce que un espace couvert, un genre de... Comment? Il y a un mot? Non. Couvert, oui. Et d'ailleurs, vous voyez que à la base, on voulait faire un grand carré et les pompiers, en fait, ils voulaient qui était accolé plus ou moins à l'entrée du bâtiment, parce que ça faisait aussi l'entrée temporaire du site. Mais les pompiers, en fait, ça n'allait pas parce que ça éloignait leur camion trop loin de la façade. Donc, en fait, on l'a déployé autrement. Mais comme c'était un espèce de système de carré tout simple, on a pu le positionner autrement. Ce qui était hyper cool dans ce projet, et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a gagné la deuxième phase avec le même principe, parce qu'en fait, dans la première phase, on a encore gardé plein d'éléments, plein de cloisons, de portes, de trucs qui étaient là. Et on a proposé le même système de fabriquer le reste des classes dans l'autre partie, puis de construire un autre bâtiment, j'y reviendrai. Mais ce qui était hyper cool, je pense, et ce qui fait que ça a marché, c'est qu'il y a eu cette phase expérimentale où c'était un peu temporaire et où le client s'est dit, essayons, de toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre. Les autres architectes, c'était un concours, les autres architectes avaient fait des propositions complètement folles de construire des nouvelles choses et tout ça, alors que c'était complètement infaisable dans le temps. Donc, à mon avis, on a gagné parce qu'on était les plus pragmatiques sur le coup. Et après, tout le monde s'est rendu compte de la qualité, nous-mêmes aussi, de la qualité spatiale, mais aussi des matériaux, que la mise en œuvre était excellente, que l'acoustique était excellente. Et donc, en fait, tout le monde était convaincu du projet. La deuxième partie est assez simple. Donc, il y a la réhabilitation
de l'autre aile du bâtiment existant. Et puis on a construit un long volume qui est perpendiculaire à la rue, qui se met en fait le long du mitoyen, qui est cette petite entreprise qui, elle, a racheté les bâtiments qui étaient derrière, que vous avez vu au tout début. Et puis ce long bâtiment, il articule une salle de sport qui est directement à la rue, donc qui est utilisable le soir par des clubs sportifs et autres. Et puis il fabrique 2 grandes cours de récréation pour l'école. Juste les plans, mais peut-être qu'on voit rien, donc c'est peut-être pas... Mais... Donc il y a quand même un espace clé qui est l'espace du centre, là où les 2 volumes se croisent, et là il y a quand même eu un travail structurel sur le bâtiment. Je crois qu'il y a 1 ou 2 photos qui arrivent. Donc au sol, on a tout ce qui est commun, la cafétéria, le sport, une partie de l'administration. Il y a encore 3-4 classes qui sont là de la première phase. Et puis aux étages, on a simplement toutes les classes qui sont organisées de la même manière, avec un grand couloir latéral dans les parties existantes. Et alors vous voyez dans la partie neuve, évidemment, le couloir il est central pour des raisons simplement économiques. Et l'idée, donc évidemment, il y a eu un certain plaisir en enlevant les cloisons de voir ces grands espaces tout vides et de dire c'est très facile à utiliser. Et donc l'idée, c'était de faire le même principe structurel, de libérer entièrement l'espace et de rendre les façades portantes pour que les usages puissent se faire dans le temps. Voilà, après, il y a des moments de rencontre un peu qu'il faut pouvoir accepter, où les structures s'entrechoquent ou dialoguent entre elles. Vous voyez l'ancienne façade qui est dans un bout de classe avec des bouts de structures nouvelles, des remplissages. Et donc, il y a une espèce c'est pas vraiment fini quelque part, mais ce qui est aussi l'intérêt de la chose, c'est que du coup, on peut l'utiliser, que ça évoluera peut-être plus tard aussi. Il y a une forme d'aisance aussi dans ce côté pas entièrement fini. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la seule grosse intervention qu'on a fait, donc on a quand même ouvert ces façades, c'était de rendre de plein pied, donc tout le rez-de-chaussée était à 1 mètre, 1 mètre 40 par rapport aux espaces extérieurs. Et l'idée, c'est que les enfants puissent rentrer en un coup de plein pied et puis accéder à tous les lieux via cet espace central, le lien entre les deux ailes. Et donc là, on a effectivement ouvert la façade et cassé une dalle pour la remettre au niveau des cours. Et puis il y a cette rencontre entre du nouveau et de l'existant avec plus ou moins de... Voilà. Et puis ce grand escalier au centre qui fait la jonction entre les différentes parties, la partie neuve et la partie existante. Alors on va continuer avec une autre, je vous emmène dans une autre école, tout à fait la même histoire, mais quelques années plus tard en fait. Ici on n'est plus à Bruxelles, on est à Liège. Liège c'est une ville dans le sud de la Belgique, sud-est, donc près de Aachen, à la frontière allemande et à la frontière des Pays-Bas, le long de la Meuse. Il s'agit d'une école à la base qui a été transformée en bureau et qui va redevenir une école, qui est redevenue une école entre-temps. Un bâtiment un peu moche, comme vous pouvez le voir, par contre exactement le même type de structure, donc c'est des éléments préfabriqués et chaque fenêtre est une demi-colonne, c'est l'élément de base, et les demi-colonnes s'assemblent et en fait ça fait la structure avec. Donc c'est un truc assez ingénieux. Et ça porte aussi, il y a des colonnes au centre. Voilà. Donc bâtiment pas très intéressant, un peu mal mis aussi dans la ville, mais je vous passe les détails. Par contre, à l'intérieur, il y a des magnifiques menuiseries en bois qui ont été vraiment construites pour fabriquer les classes. Qui sont fabriqués sur mesure, donc qui ne sont pas démontables, découpables comme dans l'autre projet, ou en tout cas déplaçables comme dans l'autre projet. Par contre, il y a quand même l'idée de travailler avec ça, parce qu'il y a quand même une espèce de qualité là-dedans, la lumière qui rentre dans le couloir central et autres. Mais il y a la question de savoir comment est-ce qu'on veut faire, parce qu'évidemment, le programme de cette nouvelle école ne correspond plus aux écoles d'il y a 40 ans, et donc... il y a d'autres classes, d'autres systèmes avec des espaces ouverts et tout ça. Et donc, il
La question s'est posée ici de savoir de comment est-ce qu'on fabrique en fait ce type de projet-là, aussi dans le cadre d'un marché public, parce qu'en fait, on a des centaines de mètres carrés de cloisons comme ça. Et comment est-ce qu'on va gérer d'abord, qu'est-ce qu'on peut en faire, et comment est-ce qu'après on va gérer dans un chantier avec un entrepreneur qu'on ne connaît pas. Dans un marché public, vous ne connaissez jamais l'entrepreneur, puisque c'est au moins 10 ans. Et donc, il y a à un moment donné une forme de complication qui apparaît. Je vous montre quand même le projet un peu simplement. Il y a 3-4 idées dans le projet. La première idée, en fait, c'est de faire un passage dans le bâtiment, parce que ce bâtiment est articulé entre un parc et une rue assez fréquentée de Liège. On est un peu en bordure de la ville. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse rentrer soit par le parc. Donc, vous voyez la diagonale qui est là dans le plan. Et donc, il y a une espèce de lieu extérieur qui donne accès, en fait, à l'école. Il y a dans le programme, en fait, c'est un nouveau type de pédagogie dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils voulaient avoir des salles en plus qui étaient un peu externes aux classes. Et donc, il y a une petite extension qui est le losange que vous voyez sur le document là. Et puis, il y a une espèce d'espace polyvalent d'accueil, et il y a un endroit où on a percé une double hauteur. Et puis, il y a une série de petits préaux extérieurs couverts que vous voyez aussi sur le plan, qui vont réapparaître sur les documents. En haut, on a gardé le principe du grand mur, et vous voyez en noir au centre les menuiseries existantes qui sont là, sur lesquelles on a retravaillé. Et puis il y a la petite extension qui est un peu anachronique. Vous le verrez au fur et à mesure des documents, mais on a fait ce projet en plein Covid, donc on était tous à notre maison avec nos enfants dans nos pattes et nos collaborateurs à distance. Et quand même, on faisait quelques petites promenades. Et dans ces petites promenades, il y a l'idée de ces pigeonniers, ces maisons de pigeons. Là, il y en a pas mal dans les parcs bruxellois. Il y avait l'idée de fabriquer un espèce d'objet indépendant qui soit juxtaposé en fait avec le bâtiment. Et peut-être c'est quelque chose aussi qu'on apprécie dans l'architecture et dans les formes d'implantation. C'est pas toujours de chercher du mimétisme, j'en ai parlé en fait dans l'introduction, mais c'est de trouver une manière d'avoir une forme d'autonomie par rapport aux autres éléments qui sont là. Et donc ça s'est concrétisé par une espèce de petit pavillon qui forme un préau, qui est fabriqué avec des arches en briques et puis une grande structure en bois au-dessus. Vous voyez ici la collection un peu des objets extérieurs, des différents préaux et puis de cette extension. L'idée du passage, et vous voyez dans le fond du passage les arches, c'est une image, mais les arches de l'extension. Le bâtiment vu du parc. Et donc, un peu de la même manière que le projet précédent, c'est comment est-ce qu'on va réorganiser ces cloisons, les pièces entre elles, avec tous ces éléments existants. Donc l'idée, c'est d'enlever évidemment tout le brol, les faux plafonds et tout ça pour gagner de la hauteur, installer des systèmes de ventilation qui n'existaient pas dans ces écoles à cette époque-là, et puis retrouver toutes les fonctionnalités qu'on a besoin aujourd'hui. Par exemple, les largeurs de portes, aujourd'hui, en fait, les portes n'étaient pas assez larges pour les chaises roulantes et autres, et donc en fait, on a dû chaque fois adapter toutes les largeurs de portes. Alors, il y a un long travail de dessin, en réalité. On utilise beaucoup le dessin. Alors, vous voyez que c'est un dessin, c'est pas tout à fait un dessin à la main, hein, c'est un dessin d'ordinateur sur lequel on a redessiné à la main, mais donc il y a une espèce de long travail d'appropriation aussi des différents éléments qui constituent le bâtiment, que ce soit la structure elle-même, les cloisons, la manière dont on découpe, les nouveaux éléments de structure, de renfort qui doivent apparaître, et tous les systèmes techniques qui doivent prendre place dans le bâtiment. Et donc, il y a eu un vrai travail d'investigation à travers le dessin de tous ces petits éléments, parce que finalement, le projet, à part les petites folies extérieures qui sont très visibles, le projet, après, c'est des petits éléments qui s'imbriquent l'un dans l'autre à des petites échelles, et plutôt à l'échelle de la menuiserie en réalité. Et donc, par exemple, il y a toute la question, la compréhension de comment est-ce qu'on va faire rentrer tous les tuyaux de ventilation circulent dans les couloirs, dans le
plafond des couloirs et toute la ventilation traverse les cloisons. Et donc en fait, comme on a enlevé le faux plafond, on a utilisé la partie supérieure, vous allez le voir dans les images après, pour faire transiter l'air, mais de manière acoustique, donc avec un système qui fait circuler l'air dans les épaisseurs hautes des cloisons. Un dessin un des petits préaux extérieurs. Alors après, l'autre enjeu et la difficulté, peut-être un peu la découverte pour nous, c'était comment est-ce qu'on traduit ça dans un cahier de charge. Donc un cahier de charge, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est par écrit, hein, tout ce qu'il faut faire. Chaque vis est décrite, chaque boulon, chaque découpe, chaque truc. Et si ce n'est pas dans votre cahier de charge, l'entrepreneur va demander un supplément, votre client ne sera pas content, ça ne va pas bien se passer. Donc il faut que le cahier de charge soit bien fichu. Et dans ce cas-ci, quand vous devez faire 1000 petites interventions sur des cloisons qui sont toutes un peu les mêmes, mais toutes différentes, il y a eu un peu cette question de savoir comment est-ce qu'on va décrire la chose et comment est-ce qu'on va décrire de manière simple et claire pour que quelqu'un puisse intervenir de l'extérieur sans qu'on soit la main, tout le temps à lui donner la main à côté de lui, parce qu'on fait le suivi de chantier, mais on n'est pas là tous les jours. Et donc on a fait un premier truc, c'est qu'on a fait découper tous les éléments de ces cloisons pour pouvoir les inventorier, les décrire, pour qu'on sache exactement quoi et quoi, et que la personne qui aura en charge ce travail-là, le menuisier qui aura en charge ce travail-là, puisse se faire une bonne idée de ce qu'il va avoir comme matériaux en face de lui. Et puis, on a introduit, vous voyez, c'est des extraits de cahier de charge. En fait, on a commencé à introduire les dessins aussi dans le cahier de charge. Donc, on a mis plein de dessins. Et puis, surtout, on a fabriqué des fichiers Excel. En fait, on a fait des... Il faut voir l'Excel un peu comme un dessin, où dans chaque partie, il y a à chaque fois des types d'interventions qui sont décrites dans la partie écrite. Je ne vous ai pas mis la page qui va avec, ou les pages qui vont avec, où chaque phrase est décrite. Mais ça veut dire qu'on avait toutes les opérations qui étaient décrites, et puis dans chaque groupe là, de 5-6 colonnes, 5-6, et il y en a 4, dans chaque groupe de 5 colonnes, toutes les opérations sont décrites. Et ça veut dire qu'après, reporter avec ces 5 cas, et toute la description reportée sur toute la coupe du bâtiment, eh ben on a pu simplement... donc avec quelques pages, quoi, il y a peut-être une dizaine de pages max, on a pu décrire ces mètres et ces mètres carrés de cloison. Donc ça, c'était aussi pour nous une espèce de découverte, peut-être de dépasser un peu la manière classique de d'écrire les choses ou de faire un cahier de charge, par exemple. Ça veut dire que tous ces projets de transformation, ils poussent toujours un peu plus loin à être légèrement au-delà des normes ou de la manière dont on pense devoir faire les choses. Quelques photos du chantier. Donc la première chose, c'est qu'on a tout enlevé, vous voyez, sauf toutes ces grandes menuiseries. Après, on a eu un super menuisier donc, qui a fait des mock-ups pour voir comment une nouvelle porte peut s'installer pour justement gagner la largeur qu'on avait besoin. Donc au lieu que la porte soit à l'intérieur, on l'a mis, vous voyez qu'on l'a mis juste à l'extérieur du bâtiment. Ici, on voit dans la partie supérieure tous les éléments qui vont faire rentrer l'air dans les classes qui sont en train de se fabriquer. Et puis ici, quelques mois plus tard, on voit déjà un peu les classes qui apparaissent et les structures des cloisons entre les classes. Et voilà, ici on commence à voir l'intervention du menuisier avec une partie qui est fermée déjà sur la gauche de l'image et puis l'autre partie qui est encore ouverte. Et puis le produit fini, donc on vient de terminer la première phase, donc l'école a commencé, mais il y a de nouveau, c'est un peu le même principe que l'autre, il y a 9 ou 6, ou je ne sais plus combien de classes qui sont déjà installées, et puis on est occupé à terminer la deuxième aile qui est toujours en chantier là pour le moment. Ici, on voit un peu aussi l'endroit et la double hauteur, mais la photo ne montre pas très bien. Les labos. Donc, par exemple, toutes les petites niches, la niche que vous voyez avec l'évier, la petite étagère à côté, donc ça, tout ça, c'est des choses qui sont rajoutées, en fait. Il y avait l'idée, oui,
le dessin comme un outil, j'en ai déjà parlé, et puis il y a une espèce de concordance entre le dessin après et puis la salle qui a été fabriquée. Et on voit bien en fait le tube la partie de ventilation dans le dessin qui est l'élément jaune sur l'image. Voilà l'endroit où il y a la petite salle comme polyvalente avec la double hauteur, le seul endroit en fait où on a coupé dans la structure du bâtiment. Le passage de l'entrée que je vous expliquais en diagonale qui permet en fait de relier le parc à la rue, qui est en fait le lieu de l'entrée de l'école. Cette petite extension avec ces 3 salles qui permettent de rassembler les élèves de différents âges. Et peut-être un petit commentaire là-dessus, c'est aussi, il y a ce plaisir de dessiner pour nous, mais il y a le plaisir de travailler avec des gens qui doivent un peu dépasser, se dépasser, parce que faire des arcs en briques porteurs, ça se fait plus beaucoup en réalité, et donc ça veut dire qu'il y a une espèce il y a du savoir-faire qui revient, ou en tout cas qui est utilisé. Et ce que je voulais dire qui est très important dans le premier projet, c'est que dans ce travail de récupération, de travail avec des objets, des éléments existants, il y a aussi un shift dans le travail et les emplois. On emploie des gens localement, on ne fait pas bouger de camions avec du matos à travers toute l'Europe. Donc ça veut dire qu'on améliore la condition sociale des gens là où les projets se font, et on diminue la pression sur les routes, sur les transports et tout ce qui est aussi hyper polluant. Et donc il y a, dans ce premier projet-là, il y avait souvent le cas, hein, dès il y avait un changement, l'entrepreneur disait est-ce qu'on peut mettre une cloison en plaque de plâtre alors que le stock de cloisons était juste à côté de lui. Donc ça veut dire que lui, c'était un peu plus cher. Pour lui, c'était un peu plus cher parce que c'est plus facile. Et de nouveau, il y a une question de savoir-faire, comme ici avec les briques. Et donc ça veut dire que ça pousse aussi à ce qu'il y ait un vrai savoir-faire des gens qui travaillent sur les chantiers. Et donc ça valorise aussi le travail manuel. Et je pense que c'est super important aujourd'hui. Et voilà le produit presque fini. Après, si vous regardez bien, en fait, les largeurs des bandes sont les mêmes que l'existant. Il y a quand même pas mal de compositions aussi, hein, l'air de rien, comme ça. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer, je voulais pas le montrer, et puis je vais quand même le montrer, parce que quand même, on a gagné le prix Mies van der Rohe avec ce projet, alors il faut vous le montrer. C'est le projet d'exposition, du Palais des Expositions de Charleroi, qu'on a fait avec Inge Wink et Jan de Velder, que vous connaissez peut-être, qui enseignent à Zurich. Je ne sais pas si vous connaissez Charleroi, vous connaissez sûrement pas, c'est une petite ville dans le sud de la Belgique. Donc on était à Liège, c'est un peu plus à l'est, et Charleroi c'est au sud. C'est une ville où il y a eu beaucoup d'extraction de charbon et toute une industrie d'aciérie, de l'acier, qui a eu son âge d'or dans les années 50. Et qui est devenu évidemment un endroit assez terrible parce qu'il n'y a plus d'emplois, il n'y a plus rien, toutes ces industries sont parties, et donc c'est une ville qui souffre terriblement. Et dans les années 50, ils ont construit ce bâtiment un peu fou qui est un palais des expositions, donc pour faire des foires de bagnoles, je ne sais pas quoi, tout. La plus grande foire là, c'est la foire des arts ménagers. La surface du bâtiment, c'est 60 000 m², donc c'est assez dingue en réalité. Et puis vous voyez qu'il est entouré d'une espèce de mer de parking, qui est toujours là d'ailleurs. Donc c'est un bâtiment qui s'est terminé, la construction s'est terminée dans les années 50, 56, 57, je ne sais plus exactement. Et vous voyez un peu le paysage industriel derrière avec tous les terrils, en fait, tous les rejets de miniers. Il est entièrement construit en béton, c'est assez fou parce que c'est quand même c'est assez complexe comme type de construction, et à l'époque, on n'utilisait pas tout à fait les mêmes bétons qu'aujourd'hui, on ne calculait pas tout à fait comme aujourd'hui non plus, donc ça donne quand même, le béton a souffert, et ça donne un peu du fil à retordre pour des ingénieurs qui travaillent sur des bâtiments comme ça et où on veut faire des transformations. Un peu donc c'est des photos de chantier d'époque, l'ampleur des halls. Si vous regardez le camion et la personne qui est dessus, vous pouvez un peu imaginer. C'est très difficile d'imaginer
la dimension en fait du bâtiment. C'est absolument gigantesque. Ça, c'est l'autre hall qui fait face au premier que je vous ai montré. Ça, c'est une photo plus récente et c'était la plus grande portée d'Europe en acier. Donc, ça fait 60 mètres de portée de mur à mur. Un peu fou. Et ça, c'est le même espace occupé avec 10 000 personnes qui sont assises sur des chaises pour regarder un spectacle. Donc, l'échelle est assez difficile à saisir du bâtiment. Ça, c'est la partie côté ville, avec l'entrée. Vous voyez qu'il y a une grande colonnade qui donne accès à ces halls d'honneur. Et puis, il y avait ce qu'on nous on appelle le fer à cheval. C'est la partie que vous voyez en bas sur l'image qui donne accès en fait aux halls qui sont au niveau inférieur. Donc, il y a un grand espace central. On va mieux le voir après. On a un grand espace central, voilà, qui relie en fait tous les grands halls d'exposition. Et puis, il y a encore un étage en dessous de celui-ci qui était plutôt un étage technique. À côté de... Donc, j'aurais dû mettre les deux photos l'une à côté, mais il y avait un grand patio qui était un patio technique. Donc, en fait, il y a un peu de lumière qui rentre latéralement on le voit sur les fenêtres là, mais c'était du verre martelé, donc il n'y a pas de relation extérieure. Un patio technique qui accueillait aussi des grandes cheminées, qui sont les cheminées d'une ancienne installation de chauffage urbain, donc qui chauffe plusieurs grands bâtiments de la ville. Voilà, une série de couleurs aussi un peu intrigantes qu'on retrouve dans le projet, vous allez voir. Et puis en 2015, la ville de Charleroi a lancé un concours ouvert, voilà, un concours ouvert, on en parlait tout à l'heure, et donc auquel on a participé. Et donc l'objectif pour eux, c'était de rénover les châssis, les toitures, et au centre, là vous voyez les coupoles, de démolir le bâtiment pour reconstruire un bâtiment à très basse consommation d'énergie, avec un budget de 400 € du mètre carré plus ou moins, donc 35 millions pour 60 000 mètres carrés. Autant dire que c'est absolument impossible. Hein, si vous construisez... Alors à l'époque, j'aurais dit 1700, 1800 € en Belgique. Hein, ça n'a rien à voir avec les prix de la Suisse, je sais, c'est pas cher. Mais on est au minimum à 2200 € du mètre carré, minimum. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas faire grand-chose. Et donc chaque fois qu'on va faire quelque chose, il va falloir réfléchir à cette question des sous. Et ça veut dire que les sous nous accompagnent aussi dans les choix architecturaux qu'on fait. Et on peut beaucoup s'énerver si on est architecte, mais à un moment donné, si on ne prend pas cette donnée en compte, on ne sait pas faire de projet. Et donc, cette histoire de comment est-ce qu'on gère un budget et comment est-ce qu'on va faire des interventions. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, si on dit « Ah, on va isoler un toit », ok, un toit 2,5 millions, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, il fallait toujours réfléchir à ce qu'on allait faire. Donc, la proposition, elle est hyper simple, c'est de dire « On va faire un truc zéro énergie ». On va faire un espèce de... On l'a appelé le jardin central. On va simplement enlever les façades de cette partie centrale, le rendre extérieur, ce qui va en fait permettre une espèce de grande liaison aussi visuelle dans la ville. Hein. Ce bâtiment bloque la vue, et donc ça va rendre une espèce de connexion visuelle, mais aussi on va pouvoir se promener à travers. Donc c'est la première opération. Et puis la deuxième, c'est de dire, OK, on va mettre tout le pognon à gauche pour faire les halls, on va refaire le toit, on va installer puisqu'il fallait on a fortement réduit les halls utilisables pour les expositions. Il y a beaucoup moins d'énormes expositions. Et puis on va garder les 3 halls de l'autre côté tels quels, parce que de ce côté-là, il y avait des accès voitures partout, et on va en faire le parking. Ça veut dire aussi que dans le temps, ces halls seront réutilisables ou sont réutilisables. Ils sont là, on n'y a pas touché. Pour le moment, il y a des bagnoles dedans, mais si on veut faire autre chose, il n'y a pas de problème. Et si on veut les conditionner, si on veut isoler le toit, c'est possible. Donc c'est une solution un peu pragmatique, économique, mais qui offre aussi des spécialités assez folles, puisqu'il y a cette espèce de grand espace qui est complètement libre. On a fait quelques ajouts, un grand escalator que vous voyez en avant-plan, et puis on a rajouté des escaliers qui permettent d'atteindre le niveau bas, qui était un peu le niveau technique dans la première partie. L'intérêt aussi de faire ça et de le rendre extérieur, c'est que ça l'a rendu aussi utilisable aux yeux des normes d'aujourd'hui. On n'aurait jamais pu faire un bâtiment... D'abord, on n'aurait jamais su faire des espaces aussi grands, on n'aurait pas su les chauffer, ça aurait été impossible. Mais aussi, en termes d'usage, ça veut dire que les halls
pour l'évacuation, pour les pompiers, tout ça, le fait d'avoir un espace extérieur adjacent permet d'avoir des jauges beaucoup plus grandes. Et donc, en fait, ça résolvait aussi des questions qui étaient très pragmatiques dans le projet. En faisant ça, en fait, le terril qui est en dessous, c'est aussi construit sur un terril réapparaît, et donc il est là dans le projet, et donc il y a l'espèce de trace de l'endroit où on est sur cette colline, et la colline, elle apparaît en fait dans le bâtiment. Puis on a fait une série d'interventions, et chaque intervention, de nouveau, elle a un peu son autonomie. S'il faut faire un escalier, on rajoute des colonnes. Si on rajoute des colonnes, ben, elles sont un peu différentes des autres, elles sont rondes, et donc elles sont un peu autonomes aussi. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait on touche au bâtiment, ben, il y a une forme d'indépendance de ce qu'on fait, et donc c'est assez soulageant, parce que ça veut dire que s'il y a un problème qui apparaît en plein milieu d'un chantier, on peut se dire, on peut inventer quelque chose, ça ne va pas faire mal au projet. Et donc ça, c'est aussi une stratégie qui est intéressante dans ce type de projet-là, parce qu'en fait, il y a encore plein de choses qui se passent sur le chantier. Une autre photo. Je vais aller un peu plus vite, d'autant plus que ici, chose très étonnante, en plein milieu du chantier, le client nous a appelé en disant « mais tout compte fait ». Ils avaient un projet de faire un centre de congrès à quelques dizaines de mètres de là, avec un budget assez conséquent, mais visiblement il y avait un souci dans le budget, dans la gestion du budget par les architectes. Et en demandant si on pouvait rajouter un centre de congrès dans le bâtiment. On était en plein milieu du chantier, avec une entreprise occupée à travailler. Et effectivement, ce n'était pas idiot, parce qu'il y avait plein de mètres carrés libres, donc pourquoi pas faire un projet. Mais du coup, on a recommencé à faire ce type de dessin-là en plein milieu du chantier, en se disant, OK, on va rajouter ce qu'il faut, mais ça sera aussi le moment pour nous de capter une partie de ce budget pour faire d'autres choses, parce qu'en fait, par exemple, au niveau des abords, il n'y avait rien qui était prévu quand on a commencé le chantier, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Et donc on s'est dit, OK, c'est le moment de résoudre ces quelques trucs qu'on n'a pas encore su gérer ou qu'on ne saurait pas gérer. Et donc on a bien sûr, d'un côté, installé le centre de congrès de la manière la plus simple possible sur un des halls qui existait déjà. Et c'était plutôt une intervention positive, parce que ça a fait que tout d'un coup, on a ouvert une façade qui n'était pas prévue d'être ouverte, pour fabriquer un grand lieu qui est une espèce de grande salle de pas perdu que vous voyez ici dans l'image, qui donne accès à l'arrière à des salles de congrès, quoi. Enfin des espèces d'auditoires un peu nuls dans des boîtes noires, voilà, tout simple. Mais du coup, la contrainte qui à la base a embêté tout le monde était plutôt positive pour le projet en tout cas. Puisque le reste du budget, on l'a capté, il y avait un gros souci dans la dalle. Vous avez vu la première photo où il y a ce fer à cheval et l'entrée de la colonnade. Il y avait un souci, c'est que cette dalle tenait plus. Et donc l'idée, ça a été de l'enlever et puis de refabriquer tout un paysage qui en fait organise aussi l'entrée depuis la ville. Donc vous voyez quelques photos ici terminées. Maintenant, on va un peu se promener. Donc là, on est justement dans cette partie basse, avec toutes des plantes qui sont aussi des plantes qui permettent tout doucement d'absorber toute la pollution qui est dans le sol à cet endroit-là. Voilà la colonnade qui est rabaissée d'un cran. Ça veut dire que maintenant, la colonnade depuis la ville, en fait, on l'emprunte de manière perpendiculaire. Il y a une entrée au niveau haut et puis la deuxième entrée qui est ici, que vous voyez au niveau bas. Je vais aller plus vite. On voit là l'entrée d'en haut avec les nouveaux garde-corps. Et la perspective qu'on a donc depuis la ville à travers le bâtiment sur les terrils. Et en fait, les terrils, c'est devenu des réserves naturelles parce qu'il y a plein de plantes qui poussent. C'est devenu des endroits super nature. Donc c'est aussi assez amusant comme retournement de situation. Petite balade dans les différents halls. On est côté parking. Donc on va passer, on est en bas et puis on monte. Chaque espace a une couleur. Toutes les couleurs sont en fait les couleurs d'origine. On a simplement réutilisé les couleurs d'origine. Voilà, donc là on est dans la partie supérieure. C'est assez fou pour regarder sa bagnole, mais et c'est plein de voitures. Hein. Quand il y a un événement, c'est assez amusant. Et puis ici on est de l'autre côté en haut, donc on est passé, vous avez vu la première image de chantier de ce hall. La partie salle de congrès, je vous passe les photos des salles qui sont des bêtes salles toutes noires, mais où il y a des gradins amovibles. Et voilà.
Mais alors, ce qui est fou, c'est à l'arrière des espaces d'auditoire, il y a encore cet espace-là d'exposition qui est gigantesque. Vous voyez un peu la taille des gens. Et puis le dernier hall, qui est le hall le plus bas, qui est entièrement fermé. Donc, pour ces trucs d'exposition, il faut un endroit, ce genre de black box. Et donc, ça, c'est cet espace-là. Et puis la même photo que vous avez vue des années 50, mais prise maintenant par Philippe Dujardin. Donc Philippe Dujardin, c'est un photographe belge, peut-être que vous connaissez, qui fait beaucoup de photos d'architecture, mais qui a aussi un travail artistique et qui nous a accompagnés pendant tout le chantier et qui a fait des photos en fait de tout le chantier du bâtiment. Et c'était assez intéressant. Voilà, je ne sais pas très bien combien de temps il me reste. J'ai terminé par un petit projet qui est un peu l'actualité et qui est aussi finalement l'actualité dans nos enseignements en réalité. Et c'est un projet d'un bâtiment à Anvers. Donc vous avez vu, on a travaillé pas mal sur des bâtiments des années 50 aux années 80. Quoi, hein. Carevel, c'est 70-80. Mais là, c'est un bâtiment qui date de 1999. Et ça commence à poser vraiment question. Parce que d'abord, c'est des bâtiments souvent qui ne sont pas très beaux, quoi, qui sont moches de l'extérieur. Mais après, ils sont quand même pas mal isolés. Ils utilisent double vitrage. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et on pleure un peu au début. Et donc ça, c'est vous voyez, il y a une espèce de socle comme ça, de 2 niveaux, qui est assez épais, où en fait, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Puis il y a cette espèce de tour avec des plateaux de bureaux et l'autre partie un peu de cour fancy. Donc, il y a quelqu'un qui s'est donné de la peine. Après, c'est un système assez simple avec une structure qui est périphérique, des grandes poutres qui traversent. Voilà. C'est intéressant parce que c'est toujours un peu intéressant de savoir comment fonctionne le bâtiment en termes structurels pour voir aussi comment est-ce qu'on va pouvoir toucher ou pas dedans, quoi. Et ça, on le voit un peu là, on le devine, je ne le montre pas tout de suite. Mais on est dans la périphérie d'Anvers. Je ne sais pas si vous voyez le petit carré blanc là. Il est à côté du bâtiment de Reinhard Brahms, si vous connaissez. C'est un architecte moderniste qui est super intéressant. Et il y a des magnifiques bâtiments juste à gauche. Bon, on les voit mieux ici, oui. Voilà, on voit le bâtiment, vous le voyez là en blanc, et le truc de Reinhard Brahms, c'est à gauche là. Ça, si un jour vous avez l'occasion de vous balader, là, c'est très intéressant. Alors évidemment, la difficulté de ces bâtiments-là, c'est que ça n'a aucune relation urbaine, quoi. C'est fabriqué, c'est grande mare de parking, tout le monde se gare, il y a une grille, et puis il y a ce socle, et puis les gens vont travailler. On vient avec sa bagnole, on est un peu en dehors de la ville. Et le projet, c'est de construire une caserne de pompiers, j'ai oublié de dire le programme, c'est une caserne de pompiers et des abris pour Optarklos, un abri pour sans-abri, voilà, c'est ça. Donc 2 programmes qui sont très différents, très compliqués aussi à mettre ensemble d'une certaine manière. Alors quand on voit le bâtiment de l'extérieur, il est moche. On aurait aussi tendance à dire qu'il est laid. Peut-être qu'il manque un peu d'âme, peut-être qu'il n'a pas d'intérêt. Mais bon, voilà. En même temps, quand on commence à bien le regarder, on se dit il y a peut-être des trucs qui ne sont pas si moches que ça, il est peut-être beau. Tiens, la structure est intéressante, et c'est grand rond. Donc, tout d'un coup, il y a aussi il faut commencer à regarder autrement les bâtiments pour quelque part se les approprier, tomber un petit peu amoureux d'eux quand même. Sinon, c'est plus difficile de travailler avec eux. Je ne vais pas vous expliquer tout le projet, mais je vais parler plutôt des façades parce qu'en fait, c'est un truc qui est compliqué et c'est l'image que rend le bâtiment. Et ici, donc en gros, pour installer le projet, on a coupé une partie du socle pour installer d'un côté la caserne de pompiers qui est quasiment neuve et dans la partie des bâtiments existants, le programme d'hébergement pour sans-abri. Et l'idée de la proposition, c'est de trouver à un moment donné une forme d'urbanité, de rattacher ce bâtiment à la ville, à une rue. Et donc, il y a 2 opérations qui sont d'abord de créer cette grande façade à rue, qui à gauche, c'est la caserne de pompiers, et à droite, en vert, c'est le centre pour les sans-abri. Et donc, il y a aussi 2 cours. Il y a une cour
jardin qui est l'accueil et l'accès des sans-abri, parce qu'en fait c'est assez compliqué aussi, il y a des chiens, des machins, il faut aussi qu'il y ait un moment de distance, donc il y a l'idée d'avoir cette distance avec la rue, mais qu'en même temps il y ait des connexions. Et puis à l'arrière, c'est la cour des camions de pompiers, donc eux ils rentrent sur le côté, ils vont dans la cour, ils font leurs exercices, machin truc, et puis ils rentrent se garer pour sortir rapidement en cas d'intervention. Ouais, donc ça c'est l'idée un peu de l'espace d'attente. Vous voyez qu'il y a aussi les traces en fait des anciennes structures qui apparaissent aussi dans le jardin, qui servent pour fabriquer des petits préaux et autres. Et donc il y a aussi quand même cette fascination de garder des choses et de se les approprier aussi. Donc au niveau du socle, il y a un gros travail de notre part et il y a ces grandes façades. Et puis il y a la partie supérieure où en fait au concours on a proposé en gros de rien faire si ce n'est de changer quelques fenêtres pour mettre des ouvrants dedans parce que c'est une façade qui est monolithique. Enfin c'est un grand mur rideau où il n'y a pas d'ouverture possible. Et donc en bas il y a la qualification de ces cours qui se fait à travers en fait 3 grands murs, le mur qui fait la rue et puis 2 grands murs en bloc blocs céramiques qui qualifient les 2 cours. Il y a aussi cette idée que quand on utilise un matériau, on l'utilise pour ce qu'il est, donc on utilise peu de finition. En général, vous avez vu dans les projets précédents, mais quand on utilise des blocs en béton, ils sont en béton, quand ils sont en céramique, ils sont en céramique, et puis c'est tout. Il n'y a pas 1000 enduits, il n'y a pas 1000 trucs, et il y a l'idée aussi de travailler avec des éléments, alors plutôt comment est-ce qu'on fait des maçonneries, c'est quoi un linteau, donc c'est quoi les éléments constitutifs d'un mur par exemple. Donc vous voyez ce travail en bas sur les blocs, et puis à l'arrière, ça c'est une image de concours, à l'arrière le bâtiment qu'on laisse plutôt tel quel, ça c'est la façade existante, donc toute lisse, complètement fermée. Et puis, dès qu'on a commencé le projet, la première chose que le client a dit, c'est bon, ok, on va en fait démonter cette façade et on va refaire une autre façade. Ça va pas du tout, personne. Et c'était pas faux. Et on a essayé aussi de faire le dessin, de l'enlever, mais après on s'est dit, mais non, on est occupé à faire ce qu'on a dit qu'il fallait pas faire. Il faut qu'on récupère cette façade et qu'on voit comment est-ce qu'on peut travailler avec et quels éléments seraient récupérables, comment est-ce qu'on peut fabriquer des ouvrants dedans. Et donc il y a tout un travail pour récupérer tous les panneaux, rajouter évidemment d'autres panneaux parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, on va en casser, qu'il y a des soucis qui vont se produire. Et donc, si on a déjà un autre registre dans le dessin de la façade, ça va simplement faciliter aussi la composition. Et puis il y a évidemment un travail, une fois qu'on chipote à la façade, il y a un travail d'amélioration de l'isolation et donc de rajouter de l'isolant, de mieux l'isoler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé les documents, les plans de mise en œuvre du mur rideau de l'époque. Donc vous voyez déjà l'isolant qui est présent et tout ça, mais qu'on a retrouvé le gars qui l'a fait, qui travaille toujours dans la même boîte, qui existe toujours, qui vient de faire faillite il y a 3 mois. Donc ça ne nous arrange pas du tout. Et donc l'idée, c'est de refabriquer avec tous les éléments la façade. Donc on va quand même dans ce cas-ci entièrement la démonter, un peu comme les cloisons du premier projet. Si ce n'est qu'ici, il y a un côté un peu plus technique parce qu'évidemment, il faut rajouter de l'isolant et ça. On ne l'a pas encore construit, donc je ne sais pas très bien vous dire si c'est concluant ou pas, cette affaire. Mais donc, on est occupé à essayer de faire ça. Et voilà, ici un peu les différents registres de façade et l'image adaptée, si vous voulez, avec cette nouvelle manière de faire. Alors il y a un certain plaisir, en fait il y a aussi à un moment donné il faut convaincre les gens et cette petite maquette nous a beaucoup aidé parce que ça permet d'abord aussi de comprendre l'esthétique que ça va produire mais aussi comment est-ce qu'on va le fabriquer et donc c'est un outil qu'on utilise pas mal quand on peut évidemment parce que ça prend du temps de faire des belles maquettes complexes mais ça a aussi permis de convaincre le politique en fait qui voulait plus de ce bâtiment et de lui dire mais si on peut quand même le faire mais ça sera de toute façon différent. Et comme vous êtes à l'école et que nous on enseigne aussi et on enseigne à plein d'endroits en fait c'est juste vous montrer quelques trucs on a été invité là pendant 6 mois à la Peter Behrens School à Düsseldorf et on a fait exactement ça avec nos étudiants.
On a travaillé sur tous des bâtiments des années 90 et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut retravailler cette question des façades. Aussi des dessins super postmodernes, ce qui est assez amusant. Par exemple, les étudiants, les grands ronds que vous voyez derrière, en fait, les planchers arrivent pof au milieu du rond. Donc les étudiants disent, il suffit d'enlever le plancher derrière. Et du coup, on va retrouver les grands espaces qui sont derrière. Et donc, comment est-ce qu'on peut réinterpréter la façade, mais aussi peut-être les espaces qui sont derrière cette façade. Et donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu l'actualité, c'est des choses qui nous touchent, et on en parlait tout à l'heure. Je pense que, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais ce type de bâtiment, il y en a partout, et on va être tous à un moment donné ou à un autre confrontés à tout ça. Voilà un peu le résultat du travail. Alors, peut-être pour conclure, quelques photos de chantier. Donc on a de nos chantiers, mais en fait on a aussi sorti un petit livre qui s'appelle Chantier, il y a déjà 7-8 ans, je ne sais plus très bien, qui résume un peu les intérêts qu'on a et surtout l'intérêt qu'on a dans l'acte de construire, dans l'acte de faire. On est intéressé par la construction sur le chantier, bien sûr, mais aussi on s'intéresse au bureau, à la création de documents, à la conception au développement de plans. Vous l'avez vu aussi dans l'introduction. On a beaucoup de plaisir à discuter d'un système constructif ou d'un détail. On prend beaucoup de temps d'ailleurs autour de ça. On cherche plutôt à construire des histoires, des récits qui en fait fabriquent une position. Et en ce sens, quelque part, le discours qu'on porte sur l'architecture réside plutôt dans notre travail et dans notre pratique. Sur le terrain, mais aussi dans l'élaboration des projets, on est constamment confronté à la résistance de la réalité, à une forme de surface rugueuse, en quelque sorte, comme des changements drastiques dans les programmes qui arrivent de nos clients, ou des structures qui sont mal placées et qu'en fait on découvre en ouvrant les bâtiments, ou encore des normes qui ne sont pas du tout adaptées aux bâtiments sur lesquels on travaille. Il s'agit alors d'être disposé à inviter cette résistance des choses, cette résistance de la réalité dans nos projets, dans notre pratique. Et nous ne pensons pas que l'anticipation soit une condition nécessaire, ni que la perfection soit un besoin. Cela ne veut pas dire que nous laissons les choses aller, que nous ne nous en préoccupons pas, au contraire. Mais on sent qu'il y a une forme d'énergie dans l'imperfection de l'action. Et que cette imperfection est en quelque sorte l'expression d'une ambition. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, c'était très intéressant. Moi, j'adore l'architecture belge. Je sais pas, il y a toujours quelque chose de très libre, très spontané. Enfin, vous parlez de Brol, vous dites que vous faites avec ce qu'il y a, mais au final, à la fin, ça reste quand même assez cohérent. Et pour les couleurs, donc à Charleroi, c'est vraiment les couleurs d'origine. Est-ce que vous avez quand même augmenté un peu leur Non, application, c'est vraiment les couleurs d'origine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a dû repeindre tous les bétons avec une peinture anti-carbonatation. Parce qu'en fait, les bétons, surtout quand on les expose, ici, comme on les a mis dehors, il y a un risque que l'acier corrode en fait, à l'air. Et donc, on a d'abord peint avec cette peinture blanche, qui est une peinture blanche, et puis on a réutilisé exactement toutes les couleurs et tout le spectre de ce qu'il y avait avant. Donc, c'est exactement comme avant. Évidemment, elles sont propres. Et dans vos autres projets, est-ce que vous avez une manière particulière de travailler la couleur, justement, ou c'est hyper difficile. Mauvaise question. Non, mais justement, il y a des architectes qui travaillent plutôt avec des artistes ou plutôt qui font comme ils veulent, quoi. Mais non, il n'y a pas de... il y a d'abord une forme de simplicité quand on ne doit pas choisir une couleur parce que le matériau est dans une couleur, ou on choisit des matériaux pour leur couleur, ça c'est toujours facile. Ça, c'est une manière facile de faire, quoi. Et après, oui, voilà. Il y a quelques personnes au bureau qui ont une forme de sensibilité, mais il n'y a pas de projet derrière les couleurs. Ok, c'est voilà. Plus très spontané. Je ne sais pas si c'est spontané, parce qu'on fait des millions d'essais et tout ça. Non, spontané, peut-être pas. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle.
dalle. Ouais, j'arrive. Livraison à domicile. Bonjour, merci pour la conférence, c'était vraiment, vraiment inspirant. Je me demande comment vous faites pour gérer les incertitudes dans le travail avec l'existant. C'est quand même un enjeu considérable de travailler avec une structure existante. En plus, vous dites qu'il y avait des problèmes avec le béton, une dalle qui tient plus, léger problème. Ouais, voilà. Bah, il y a deux choses, quoi. Il y a ce qui est anticipable, donc ça on essaye. Et alors il y a aussi, c'est peut-être ce que je voulais montrer quand je vous ai montré des extraits de cahier de charge là, c'est aussi de fabriquer un cadre, en fait, qui est le cadre un peu juridique, hein, vos plans d'exécution, les détails, tout ce que vous faites, qui fait que il y a des choses qui sont encore possibles entre les lignes. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ça marche pas toujours, hein, et puis après, quand on découvre des choses qui sont vraiment, voilà, une dalle qui tient pas, et en fait, qu'on pouvait pas savoir avant, sans avoir enlevé l'asphalte, et toutes les couches qu'il y avait, c'était impossible de vraiment voir cette dalle. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent et ça il faut discuter avec un client. Mais l'idée c'est plutôt de fabriquer un cadre qui permet de faire des choses dedans, dans la manière de décrire les projets. Voilà. Dans une forme de précision, il faut que ça soit flexible, ouais. C'est ça. Ça, c'est l'art d'écrire des cahiers de charges. Et en fait, c'est pas une blague, hein. C'est un moment qui est assez important, surtout dans les projets publics. C'est tous des projets publics qui sont faits pour des communes. Voilà. Donc ça c'est un travail qui est un peu rébarbatif en vrai. De faire un cahier de charges, c'est hyper rébarbatif. Mais c'est quand même super intéressant en fait si on le fait bien parce que ça aide le chantier. Et après, il y a un autre truc, c'est les relations humaines. C'est très important. Les relations humaines entre vous, l'architecte, votre client et le conducteur, le responsable du chantier, quoi. Ça, c'est vraiment, ça change tout en réalité. Quand il y a un bon climat sur un chantier, c'est beaucoup plus facile que... Et ça, c'est vrai que les projets que je vous montre là, la majorité, ça s'est bien passé. Retour du micro, bonjour. Dans ce cas-là, je me demande aussi, justement, ça a été quoi les différentes relations que vous avez eues avec les maîtres, pas les maîtres d'ouvrage, les responsables de chantier? Parce qu'en plus, dans un projet public, que tu sais pas ça va être qui, puis en plus, les projets publics, non, c'est au plus bas soumissionnaire. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement gage de qualité. Non. Donc... ouais, ça, moi, ça me fait peur, en tout cas, dans les projets publics, pas savoir avec qui on va construire. Mais ça c'est comme ça. Alors, je peux dire la manière belge, quoi. Si vous connaissez des bons entrepreneurs qui vous connaissent aussi, ça vaut la peine de les appeler quand il y a des dossiers qui sortent de votre bureau, quoi. Ça, je dois avouer qu'on fait. On prend contact en disant, tiens, il y a un dossier qui sort, ça vous intéresse, voilà. Ça, c'est le mieux qu'on puisse faire, quoi. Et puis le reste, oui, c'est un peu de la chance, quoi. Et voilà, on n'a pas fait grand-chose. Ça se passe pas toujours bien, hein. Mais pour compléter, en Suisse, quand même, on a aussi des systèmes de notation qui font que sur les marchés publics, on peut... c'est pas que le prix qui compte. On doit quand même avoir... Ça, il y a aussi... à mon avis, ce système existe partout. Mais moi, je vois en Belgique, les clients, ils sont pas du tout friands de ça parce que, en fait, ça amène beaucoup de recours des entrepreneurs. Et les entrepreneurs peuvent récupérer énormément d'argent sur ceux qui perdent. En fait, c'est parfois mieux... Ils préfèrent parfois être deuxième et attaquer juridiquement pour récupérer l'argent parce que c'est 10% du montant du chantier. Donc, ça peut aller assez vite à des sommes assez faramineuses, quoi. Et on connaît, c'est pas le cas ici. On connaît des cas où ça se passe. Donc, oui, pour ça, il faut que les dossiers soient bien faits. Il faut surtout que les analyses des offres soient très bien faites. Et que votre assurance ait relu l'analyse d'offres. Très important. Et justement, on
on a l'impression depuis la Suisse que le réemploi et la transformation sont plus facilités, en tout cas plus répandus en Belgique. Ici, on a un peu de retard sur le réemploi de matériaux par rapport à l'Europe. Et puis finalement, vous avez quand même parlé de questions de savoir-faire chez les entreprises où il fallait retrouver un peu des habitudes. Est-ce que le cadre normatif facilite quand même ces pratiques ou... Je ne connais pas le cadre ici, donc c'est difficile enfin, non, mais à dire. en Belgique, en fait, ce qui ne marche pas pour le moment, c'est tout ce qui est... Enfin, je pense, ce qui ne marche pas vraiment, c'est facile de réemployer, surtout dans des projets comme ça, ce qu'on a sur place. Ça, c'est hyper facile parce qu'on est dans la temporalité d'un projet. Et du coup, on sait stocker les trucs, les réutiliser. Si, par exemple, on imagine dans un projet d'utiliser, je ne sais pas quoi, des parements de réemploi ou des tapis de réemploi, c'est hyper difficile parce qu'en fait, le jour où vous écrivez votre cahier de charge, vous voyez un fournisseur qui en a, mais 6 mois après, ou 10 mois après, ou enfin même 2 ans après, quand le gros œuvre est fini, que l'entrepreneur veut mettre le tapis, il n'est plus là. Donc là, moi, je crois qu'il y a un truc qui ne marche pas encore tout à fait dans toute l'économie du réemploi. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des banques de réemploi en Belgique. Il y a plein de jeunes. Chez nous, au bureau, il y en a plusieurs qui sont investis dans des trucs comme ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est très facile de trouver des gens chez qui aller démonter. Et c'est très difficile à revendre. Et surtout, il faudrait aussi, par exemple, la question des portes RF, ou résistantes au feu, ou je sais pas, EI chez nous. Est-ce qu'on peut réutiliser ça ou pas? Est-ce que c'est OK? Et quand c'est OK, ça pose quand même des questions, quoi. Oui, tout à fait, de responsabilité. Ouais. Moi, j'aurais 2 questions. Juste une par rapport à l'esthétique. C'est vrai que nous, en Suisse, on a été longtemps habitués à ce qu'on appelait un peu la Swiss box, parfaitement léchée, rien qui dépasse, voilà, tout qui est caché. Je me demandais à quel point, parce qu'on va vers une nouvelle esthétique, et à quel point aussi les gens sont ouverts à ça. Est-ce qu'en Belgique, en fait, c'est plus facile parce qu'il y avait moins, en fait, cette habitude d'avoir chaque détail qui est réglé au millimètre et complètement fondu dans le tout, ou est-ce que vous avez rencontré quand même des difficultés en fait par rapport à aussi ces nouvelles esthétiques quand on justement travaille avec l'existant, avec le réemploi, et qui fait qu'on a justement ces rencontres en fait de différents systèmes entre l'ancien, le nouveau. Comment ça se passe? C'est une bonne question. Moi personnellement, j'ai pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de culture de l'esthétique et de l'architecture en Belgique, zéro, auprès du grand public. Non, mais c'est vrai. En fait, non, mais c'est étonnant. Si vous regardez les grands journaux belges, dans la partie culture, il n'y a jamais un article sur l'architecture. Jamais, jamais. Donc il y a une partie immobilière, et là on parle un peu d'architecture, mais d'une certaine architecture, quoi. Et donc, il n'y a pas cette réflexion. Donc, déjà, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas chez nous. Donc, la Swiss Box, c'est ça ce que vous expliquez? Oui, mais moi, c'est vraiment dans le milieu des architectes. Et nous, on regardait... Ah oui, dans le milieu des architectes, ça, c'est autre chose. Dans le milieu des architectes. Moi, je ne vous parle même pas du grand public, mais dans le milieu des architectes, comment c'est pris, ces nouvelles esthétiques? C'est hyper cool, non? Tout le monde fait ça en Belgique. Tout le monde... c'est hyper fort à la mode, d'une certaine manière. Mais après, il y a effectivement une espèce de glissement sur la question esthétique qui est intéressante. Et puis, j'ai juste encore une autre question. Par rapport au processus, vous avez dit notamment aussi dans la conférence, voilà, on a ouvert et puis en fait, ça nous arrangeait bien parce qu'au niveau des normes incendies, de toute façon, on n'aurait pas pu respecter si on avait gardé fermé. À quel point, en fait, tout ça est... Parce qu'une fois que c'est fait, on dit, oui, c'est évident, puis c'est super pertinent, mais à quel point, en fait, c'était anticipé, et à quel point il y a des choses, c'est un petit peu... on se rend compte par après qu'en fait, en plus, cet aspect-là, on ne l'avait pas forcément vu, mais en plus, ça tombe bien, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc, au concours, on avait proposé d'enlever les façades et de faire un jardin, et on avait fait une espèce d'image, je ne l'ai pas, mais une espèce d'image un peu hyper incompréhensible, en fait. C'était assez... En fait, une image qui n'était pas réelle, où on ne pouvait pas se projeter dans l'espace, mais qui expliquait le principe de fabriquer ce grand lieu.
La chance, c'est que le beau-mester de Charleroi, je sais pas, il a sans doute perçu qu'il y avait une forme d'intelligence dans la posture, je pense, par rapport aux autres projets qui fabriquaient effectivement des espèces de bâtiments futuristes impayables, hein, parce qu'on a bien vu qu'avec le budget, c'était pas possible. Et après, on découvre, on se dit, parce qu'on a travaillé avec un fire engineering et tout ça, en fait, c'est hyper complexe. Hein. Moi, je parle comme ça, je dis un peu blablabla, tout ça. C'est des années de travail avec plein de gens et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah ouais, pas mal. Heureusement que c'est dehors, parce que sinon, qu'est-ce qu'on foutrait, quoi. Quand le fire engineering dit, ouais, mais il faut ça, attention, ventilation, machin truc, c'est ventilé. Donc oui, il y a pas mal de choses qu'on ne voit pas au début. Il y a pas mal de trucs dans nos projets qui partent d'une forme d'un peu de bon sens. Hein. Voilà. Alors, parle fort pour la vidéo. L'analyse est très juste. Effectivement, en fait, je pense aussi l'émergence de l'architecture belge. Il faut quand même dire que sur la scène internationale, moi je trouve ça fou, parce que ça dure depuis quand même. Il y a eu les Hollandais, les Suisses et tout ça, et maintenant je pense qu'il y a pas mal de trucs, et ça fait quand même un petit temps que c'est en Belgique, et je pense que le contexte fait ça. Cette espèce de contexte limite foireux, quoi. Je vais utiliser un peu un mot comme belge, où il n'y a pas assez d'argent, où on essaie quand même de faire les choses et tout ça. Et ça, je pense que ça fait que tout d'un coup, il y a une liberté qui apparaît. Parce que de toute façon, on ne va pas réussir. On parlait en Allemagne, et ça, les normes, ça. Si on ne suit pas les normes en Allemagne, on est mort. Et en Belgique, à un moment donné, on dit, bon, allez, tant pis, sinon on fera rien. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça qui peut se produire, quoi, peut-être, dans la part du côté des clients ou des personnes qui décident en disant, ok, bon, de toute façon, dans ce contexte-là, on peut faire que ça, donc allons-y, faisons-le, quoi. Et après, l'investissement des architectes, moi, j'en sais rien. Personnellement, c'était ma passion, quoi. Je sais pas, c'est une passion. Les gens font ça par passion. C'est clair qu'on ne devient pas riche en faisant ce qu'on fait, quoi, ça, c'est sûr. Soyons très honnêtes. Dans le contexte belge, dans ce type de projet-là, voilà. Et je sais pas, les jeunes, moi je suis déjà plus si jeune que ça. Les jeunes, tout doucement, en fait, ce serait une bonne question à poser à un bureau de trentenaire, quoi, de voir comment ils voient la chose. Parce que nous, franchement, on a travaillé corps et âme, hein, jour et nuit. Week-end compris, il y a une partie de notre vie qui a été passée là-dedans. Maintenant, ça va mieux, et on a fabriqué un bureau qui fonctionne. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent chez Agua, donc voilà, ça commence à. Il y a une structure qui fait que c'est plus gérable, mais il y a un côté qui reste très artisanal aussi, ouais, et qu'on aime bien. Je réponds pas tout à fait à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Je propose de passer à l'apéro, et puis comme on n'est pas nombreux, on pourra continuer à discuter. Donc merci beaucoup, et puis bonne soirée. Merci beaucoup.